Désolé, on se réveille à peine, 5h50 ce matin sur le pont pour ce Autriche-Jordanie. Quel match, Val! Waouh, putain, le rêve, incroyable! Rêve. En fait, je me disais, c'est quand même fou le principe de programmer des matchs à 6h. Ouais. Mais au moins programmer des bons matchs, quoi. Ouais. Parce que là, en termes d'audience, le Autriche-Jordanie. Et c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Parce que. Moi, j'adore l'Autriche, ils ont un passé super. Ouais, je vais te dire si t'avais un joueur jordanien. Ouais, non. Bah si, El Tamari. Ouais. Quel match d'El Tamari! Quel match! Putain, exceptionnel. Ça, c'est l'avantage de faire d'enregistrer des émissions en différé. C'est que t'es pas obligé de débriefer les matchs de 6h Ouais, du matin. oui, parce qu'en fait, là, on est le 19 mai, à l'heure où on enregistre cette émission, et on se sera pas levé pour ce Autriche-Jordanie. Surtout que maintenant, YouTube fait des résumés, mais géniaux, quoi. Ouais, je regarderai pas non plus le résumé de Autriche-Jordanie, je pense. Ok. À moins d'un 5-4, tu vois, un truc assez sympa. Peut-être ça, tu peux être surpris. Ouais, espérons. Tout à fait. Non, par contre, vous, ce qui vous attend ce soir, c'est l'entrée du Portugal dans la compétition face au Congo pour le groupe K, et ça, c'est charmé. Et un sublime Ouzbékistan-Colombie. Alors, Colombie, trop cool, on est d'accord. Val, est-ce que tu connais un joueur ouzbek? Bah, Kouzanov. Il est ouzbek? Je sais plus. Ça sera peut-être coupé au montage. Ouais, je pense, si c'est trop honteux. Ouais. Ouzbek, tu penses? Bah, je crois, non? Ouais, tu me mets un doute. Du coup, en tout cas. Ouais. Du coup. Et l'Angleterre qui joue contre la Croatie, ça rappelle des souvenirs de Coupe du Monde et d'Euro. Et un Ghana-Panama, Panama qui fait partie des équipes mystérieuses. On va pas faire genre, on a vu les matchs de qualif du Panama. En tout cas, comme à notre habitude, les matchs sont pour nous des prétextes pour vous ramener à une réalité qui est tout autre. Ouais, et moins fun que cette Coupe du Monde dans laquelle on prend beaucoup de plaisir. Et encore une fois, on n'est pas là pour vous saper le moral ou dire que tout est pourri. C'est juste que ce serait un peu dommage de fermer les yeux sur tout et d'être tous des Gianni Infantino en puissance. Ouais, et je pense que si vous nous regardez aujourd'hui, c'est que vous avez aussi envie d'en savoir plus sur les contextes écologiques, en tout cas pour la chronique que tu nous as préparée aujourd'hui, Val. On a donc ces matchs, notamment un qui va se jouer au Texas, où en plein après-midi on peut taper les 40 degrés. Et c'est un peu les problèmes que tu vas nous expliquer dans ta chronique. Mais justement, ce Portugal-Congo, qui a donc lieu à 13h sur place à Houston, et aussi un petit peu dans la continuité, c'est Angleterre-Croatie qui aura lieu donc à 16h à Dallas. Deux matchs qui, donc, comme tu l'as dit, ont lieu au Texas sous 40 degrés, dans des stades climatisés. Trouvez ça super. Ouais. Moi aussi, j'adore ça, c'est vraiment génial. Encore une fois, c'est à l'image de cette magnifique organisation que nous a proposée la FIFA. On est là pour un peu les défoncer, de toutes les manières, ce sera le cas tout au long de la compétition. Oui, mais en même temps, il donne un peu le bâton, quoi. Ah bah il donne vraiment le bâton pour faire, toi, je suis d'accord avec toi. Au moins, le Qatar avait eu la décence d'organiser sa Coupe du Monde en hiver. C'est un sujet sur lequel je reviendrai tout à l'heure, bien sûr. Mais voilà, donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir parler de tout ce que ça représente et de tous les risques en fait, climatiques que représente cette Coupe du Monde. Tous les impensés de la FIFA qui vont se caractériser pendant l'entièreté de ce mois. Alors, encore une fois, on enregistre à l'avance. Ça se trouve, dans un mois, on aura des informations comme quoi il fait 45 degrés à Dallas et que c'est pas possible de jouer ou c'est pas possible d'ouvrir la fan zone. On va en parler parce que c'est ce qui s'est produit très récemment. Et du coup, moi, je voulais faire une chronique où je veux parler un petit peu de tous ces risques climatiques, à commencer par un qui est ce qu'on appelle le stress thermique. Ouais, alors qu'est-ce que c'est le stress thermique? On comprend un peu l'idée, mais... alors on pourrait croire que c'est juste quand on parle de température, mais le stress thermique, c'est une notion qui englobe 4 facteurs différents, donc la température en fait partie, l'exposition au soleil, pour savoir si c'est dans des zones ombragées ou pas ou des zones justement complètement exposées au soleil, le vent qui va aussi avoir tendance à rafraîchir un peu la température de manière générale. Et l'humidité. Et l'humidité, qui est un facteur très important, puisque l'humidité, en cas de trop d'humidité, c'est ce qui empêche le processus de transpiration, qui est le principal processus de thermorégulation du corps, donc qui permet au corps de se maintenir à un niveau de... Quiconque a eu la chance de voyager en Asie une fois dans sa vie sait très bien de quoi parle Valentin. Exactement, voilà. Et c'est bien de dire ça au moment où je fais une chronique écologique. Oui, bah écoute... Je rigole, je t'embête. Mais du coup, voilà, la question du stress thermique, c'est une combinaison de ces 4 facteurs. Il y a des indicateurs qui sont très précis, très référencés, encore une fois,
qui permettent de mesurer ce stress thermique. Il y en a un qui s'appelle l'UTCI, mais moi je vais plutôt en utiliser un autre qui s'appelle le WBGT. C'est un peu barbare comme façon de présenter les choses. Je pensais que tu allais tout nous expliquer. Le Wet Bulb Globe Temperature, pas mal. qui est l'indicateur qui est utilisé par la FIFA pour mesurer le stress thermique. Bon, ils s'en servent pas beaucoup visiblement, mais c'est aussi l'indicateur qui est utilisé par l'armée américaine et qui est utilisé dans tous les cas de médecine du sport, savoir si c'est possible. Et il nous dit quoi cet indicateur, justement, ce tableau ? Petit tableau, c'est un indicateur qui est divisé en 4 seuils. Donc comme vous pouvez le voir, entre 18 et 22, il y a un début de risque. Entre 22,3 et 25,6, il commence à y avoir un risque accru pour les participants. Entre 25,6 et 27,8, il y a un risque élevé pour les personnes non acclimatées ou non entraînées. Donc là, on ne parle pas uniquement des joueurs, on parle aussi des spectateurs, du ce qui public, est un point important. Bien sûr. Et au-dessus de 27,8 degrés Celsius, on a une recommandation qui est l'annulation de l'activité ou de la compétition. Alors, juste pour précision, c'est un chiffre qui est exprimé en degrés, mais qui ne correspond pas au degré de la température. C'est ça que je disais, c'est un chiffre qui est calculé et qui est ressorti en degrés, mais qui est différent. Oui, on n'est pas en train de vous dire qu'à 18 degrés, il y a un risque pour les joueurs. Voilà, en gros, il peut faire 40 degrés et avoir un WBGT à 28 degrés, par exemple. Et justement, c'est le cas dans 3 stades de cette Coupe du Monde, et notamment, c'est pour ça que j'ai sélectionné ce match, à Houston et à Dallas cet après-midi. Sur la moyenne du WBGT sur les mois de juin et juillet est très largement supérieure au niveau maximal qui est requis, au niveau maximal d'alerte, donc 27,8. Typiquement, à Houston, la moyenne, c'est 28,95, à Dallas, 28,63 et à Miami, 28,13. Alors, encore une fois, c'est pour des facteurs qui sont très différents. À Houston et à Dallas, c'est parce que la température, la chaleur est très forte et l'exposition au soleil est très forte. À Miami, c'est complètement différent. C'est un climat qui est très tropical. Donc, la question qui pose problème, c'est plus la question de l'humidité. Et du coup, le corps ne se régule plus lui-même. Donc voilà, on a ces 3 stades qui sont très importants. On a 5 autres stades qui présentent des risques élevés et 2 autres qui présentent des risques accrus. Donc on a quand même 10 stades sur la compétition qui présentent des risques en termes de température, enfin de stress thermique pour le coup. Et ça c'est important. Je vous ai mis un autre petit tableau rapidement qui présente un petit peu le pourcentage de jours sur les mois de juin et juillet dans chacune des villes où le WBGT est supérieur à 28 degrés, donc supérieur au risque maximal. Vous le voyez, Dallas, Houston, Miami, là on est en année chaude cette année. Il y a plus de 90% des jours qui sont exposés à un WBGT trop important qui devrait normalement entraîner l'annulation de la compétition. Et on retrouve ce sempiternel problème que j'imagine tu as mis dans tes solutions, mais dont tu nous as déjà parlé la dernière fois dans ta chronique, c'est que les disparités dans un pays font de l'injustice, font de l'inégalité. Et comme on peut le voir dans le tableau, New York, Boston, Atlanta, Philadelphie, Kansas City, il n'y a pas de problème. Et la France est épargnée. On a pour le coup de la chance là-dessus, mais il y a encore la possibilité d'avoir des matchs où les inégalités sont... où le niveau d'intensité des matchs ne sont pas les mêmes. Parce qu'en fait, tout ça, ça a des conséquences. En fait, oui, voilà, c'est ça. Concrètement, sur les joueurs... alors, sur les joueurs, la différence avec les joueurs, c'est quand même des joueurs professionnels qui ont un organisme qui est plus ou moins préparé. Encore qu'on verra après que c'est plus ou moins. Il y a des moins aussi. Donc, il n'y a pas forcément de risque trop de santé pour les joueurs. Mais par contre, le problème, c'est en termes de spectacle, il y a... tout ça entraîne une perte d'intensité assez flagrante. Je vois déjà dans les commentaires France-Brésil, au Mexique, Coupe du Monde, Guadalajara, oui, d'accord, tout le monde se souvient de ce match. Vous en avez oublié combien ? C'est ça. Combien de matchs de la CAN vous avez complètement passé à la trappe parce qu'il faisait 40 degrés et que le rythme était abominable et qu'on critiquait l'intensité parce que les joueurs étaient rôtis complets à la 10e minute. Alors ok, parfois les conditions climatiques dantesques restent dans l'histoire, mais majoritairement, désolé de vous le dire, les matchs on les oublie parce qu'ils sont inintéressants. Et pour le coup, il y a des études qui sont très claires là-dessus sur la perte d'intensité quand on a des WGBT trop grands. Là, il y a des études qui ont été faites. Les joueurs parcourent environ 7% de distance totale en moins. Et il y a une perte des courses à intensité qui diminue de 26%. 26%, il y a un quart des courses à haute intensité qui diminuent. Donc moins de sprint, moins d'appels, moins de prise de profondeur. Si vraiment on commence à penser tactiquement, 26%, c'est colossal. Tout ça, c'est sur la qualité du jeu que ça va être. Ça va impacter la qualité du jeu. Et blessures, pas trop ? Forcément aussi. Quand tu es exposé à des conditions extrêmes, le corps résiste forcément moins bien. Donc ça provoque des blessures. Mais comme je l'ai dit,
les joueurs sont plus ou moins... Voilà, là tu nous parles d'athlètes pros qui s'entraînent toute l'année, mais tu as quand même du public, tu as des enfants, tu as des femmes enceintes, tu as tout type des personnes âgées, tu as tout type de population dans un stade. Et pour le coup, c'est vraiment eux qui sont à risque sur ces questions-là. Il y a encore une fois 2 études qui ont été faites, une sur la Coupe du Monde au Japon, de rugby au Japon, et une sur les matchs de foot US aux États-Unis. Alors c'est dans des conditions différentes. Il y en a un où ils ont mesuré les matchs où il y avait un WBGT supérieur à 25 degrés. Et aux États-Unis, alors ils ne se sont pas appuyés sur le WBGT, mais ils ont juste fait des calculs sur les problèmes de chaleur dans les stades de foot US, et notamment sur toute la période en hiver, enfin sur toute la période où ils jouent au foot US. Donc en gros c'est de septembre à février. Donc c'est des conditions qui sont quand même beaucoup moins graves en termes de chaleur, etc. Et donc aux États-Unis, on n'est pas au mois de juin. Aux États-Unis, il y a en gros 6,6 personnes sur 10 000 qui viennent consulter un médecin pour des problèmes pour des questions thermiques en fait. Donc si tu l'élargis à 70 000 personnes, tu as quasiment une quarantaine de consultations par match pour les médecins. 70 000 qui est l'équivalent d'un stade 70 000 américain. Des stades américains, exactement. Et encore. Et sur la compète, du coup. Sur la compète, t'es quasiment à 1500 à peu près, 1500 ouais. consultations. Donc 1500 personnes qui potentiellement subissent les conséquences de ce stress thermique, c'est pas négligeable. Ouais. Et en plus de ça, on parle de compétitions qui ont lieu en hiver. Là, le stress, tu vois, le WBGT est clairement plus élevé, donc c'est un autre délire. Donc voilà, il y a vraiment des risques pour les spectateurs. On oublie aussi toutes les personnes qui sont dans les fan zones, qui eux, pour le coup, sont dans des zones ouvertes, clairement exposées. Voilà, les risques avec le soleil qui tabasse. Exactement. Parce que typiquement, il y a des exemples. Moi, je me rappelle de cette année, en fait, Rames Rodriguez en avril, qui avait joué avec contre la France, et qui avait été hospitalisé 72 heures pour déshydratation. Pour une grave déshydratation, et c'est pas le seul exemple. Il y a 2 ans, ils avaient fait la Copa América aux États-Unis pour encore une fois faire une espèce de répétition de la Coupe du Monde. Il y a quand même un arbitre assistant qui s'est effondré à la mi-temps d'un match, et Ronald Araujo qui a dû sortir et être remplacé pour partir à l'hôpital pour lui aussi. Et là on parle de pro, on parle de mecs. Et on parle de pro, donc je te laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir sur des spectateurs. Heureusement, les États-Unis ont une solution magnifique, toujours. Notamment à Dallas, Houston ou Los Angeles, parce qu'il y a un problème de chaleur. Qu'est-ce qu'on fait? On fout la clim, quoi. Alors pour le coup, l'avantage c'est que c'est des stades fermés. À Los Angeles, Dallas et Houston. Dans les autres villes, pas forcément. À Miami, c'est ouvert. À Monterrey, où il y a des gros problèmes de chaleur aussi, c'est ouvert. À Mexico, c'est ouvert aussi. Donc, il y a la possibilité de faire... Enfin, dans ces villes-là, il y a la possibilité de fermer les stades, ce qui résout une partie du problème. Le problème, c'est que tu compenses un problème en créant un autre. Oui, bien sûr. La clim, qui va justement pomper énormément d'eau. Et ce qui m'amène justement vers ton deuxième stress. Mon deuxième stress, mon deuxième Valentin problème. Est là pour vous stresser. Voilà, exactement. Non, pour vous déstresser, justement, pour vous dire que c'est pire ailleurs que la FIFA. Non, je rigole. Vous êtes très bien à la maison pour regarder cette Coupe du Monde. Exactement. Et donc, il m'emmène vers mon deuxième risque climatique, qui est la question du stress hydrique, qui est là, pour le coup, un vrai impensé. Que ce soit de la FIFA, mais même en termes de documentation scientifique, il n'y a pas énormément d'études qui sont sorties sur ce sujet-là. Donc oui, pour répondre à ce que tu disais, il y a des solutions, des systèmes de clim, il y a des systèmes de refroidissement des terrains aussi, ce qui fait que la chaleur près des terrains est beaucoup plus tolérable que dans le reste du stade. Il y a des questions des systèmes de brumisation aussi dans les couloirs. Ça existe, mais encore une fois, ça pompe énormément d'eau. Et ça coûte énormément d'oseille. Ça coûte énormément d'oseille de les mettre en place. C'est genre 30 ou 40 millions d'euros, je crois, pour mettre en place ce genre de dispositifs qui sont aux frais du contribuable si le stade appartient à la ville. Donc déjà, c'est une question aussi politique qui se pose. Là, typiquement, tu as un exemple de ce que ça représente pour un stade de consommation typiquement, pour l'exemple du stade de Houston, la consommation d'eau due à la clim, uniquement dû à la clim, enfin au système HVAC en gros qui comprend tous les trucs de refroidissement dans le stade. Tu n'es pas obligé d'être aussi précis. Voilà, c'est 900 000 litres d'eau sur un match. Donc après tu le multiplies par 7 parce qu'il y a 7 matchs. Je vous ai mis un petit tableau d'ailleurs que j'ai déjà préparé avec tous les pôles d'émission, enfin tous les pôles de consommation d'eau qu'il y a sur un match. Donc le stade est évidemment très important avec la clim comme je disais. Il y a aussi la question de l'arrosage des pelouses qui représente en gros 100 000 litres d'eau par jour. Les questions d'hygiène, donc les toilettes, le nettoyage, etc., les restaurations. Tout ça fait que sur un stade comme celui de
de Houston, on arrive sur une fourchette basse dans un contexte avec cette température-là, en gros à 3,5 millions de litres d'eau qui sont utilisés. Et il faut rajouter à ça derrière les fan zones. Là encore, là, ce que je disais tout à l'heure, la documentation scientifique n'est pas très claire là-dessus, donc c'est une estimation Ouais, large. c'est dur à quantifier. Voilà, de 500 000 litres, quand j'ai demandé aux intelligences artificielles, ils m'ont dit aux alentours de 500 000 litres. Et puis surtout la question de l'hôtellerie, parce que du coup, il faut quand même loger toutes ces personnes-là. C'est ce qui paraît qui saute le plus aux yeux, l'hôtellerie, quoi. Bah ouais, et surtout que en fait, la consommation moyenne, en gros, d'un touriste dans un hôtel pour une compétition comme ça, c'est en gros aux alentours de 700 litres par jour. Donc les douches, etc. Mais 700 litres. Bah, en gros, les douches, l'eau directement que tu consommes, c'est genre 300 à 400 litres selon les personnes. Et après, il faut que tu rajoutes les draps, bien sûr. la consommation, la bouffe, etc. Donc tu arrives quasiment à 700 litres par jour par personne. Et donc, en gros, si je dois proposer une échelle, en gros, c'est entre 6,5 millions de litres et 10 millions de litres par match organisé sur une ville comme Houston et sur le stade de Houston. C'est énorme. Bon, en plus, tu es aux États-Unis. Là, tu prends l'exemple américain où on sait gros consommateur et puis pas trop regardant sur. Ils aiment bien consommer. De manière générale, ils aiment bien consommer. Pas trop regardant sur les modes de consommation, mais il y a des pays ou des destinations où les chiffres sont un peu moins élevés, non ? Bah oui, moins élevés, mais en fait, la question, c'est de savoir comment est-ce que tu traites ce sujet dans un contexte de sécheresse intense. Et c'est typiquement le cas aux États-Unis et au Mexique. Aux États-Unis, il y a 50% du territoire qui est en situation de sécheresse. Au Mexique, c'est 71% du territoire qui est soumis à un stress hydrique élevé ou très élevé. Il y a des cas qui sont très précis. L'Ouest américain est en état de méga sécheresse depuis le début des années 2000. Le bassin du Colorado, le Colorado, qui alimente quasiment toute la Californie, donc quasiment 40 millions de personnes, est déclaré 100% du bassin est classé en état de sécheresse. Pareil à Kansas City, état d'urgence de sécheresse depuis septembre 2025. Donc voilà, le problème c'est que c'est un problème qui est structurel, la question de l'eau, et qui n'est pas du tout pensé en tout cas pour la Coupe du Monde. Et à vrai dire, même on va dans l'autre sens, parce qu'on consomme toujours plus d'eau, on fait des stades toujours plus grands, on met des systèmes de clim toujours plus performants, mais toujours plus énergivores. Donc voilà, c'est un problème qui n'est pas du tout pensé et qui est aussi un symbole de ce qu'on appelle l'écologie superficielle, qui est à l'opposé de ce qu'on appelle l'écologie profonde. C'est un théoricien, un philosophe norvégien qui avait théorisé ça. On traite le symptôme, mais pas la maladie. En gros, tu donnes plein de courants en psychologie. Exactement. Et tu traites, en gros, c'est comme si tu donnais un Doliprane à un mec qui a un cancer. Et ça, c'est justement cette théorie du philosophe norvégien. C'est en gros, tu peux pas résoudre le problème avec les personnes qui ont généré le problème. Tu vois. Donc la FIFA, c'est pas la FIFA qui va résoudre le problème en fait. Donc la question c'est de savoir comment est-ce que tu crées un rapport de force. Voilà, c'est ça, comment on les oblige, parce qu'en fait on revient souvent à ce point-là, malheureusement dans tes chroniques, c'est qu'on a toujours cet état fictif despotique qu'est la FIFA, qui prend ses décisions, qui promet des compétitions neutres en termes de carbone, qui finalement surpolluent et on n'a strictement rien à carrer. En fait là où c'est compliqué, c'est que Gianni Infantino a réussi à construire un modèle où il n'y a pas de contre-pouvoir. Et donc le seul contre-pouvoir potentiel qu'il peut y avoir, c'est d'aller chercher sur des juridictions supranationales ou même des juridictions nationales, mais en gros inciter la justice à se saisir de ces questions-là. Et c'est possible, il y a un levier qui est intéressant, c'est que l'ONU a quand même reconnu en 2010 que l'accès à l'eau était un droit fondamental. Et donc tu peux potentiellement attaquer la FIFA sur son inaction climatique par rapport aux questions d'eau sur ce sujet-là. Encore une fois, c'est un sujet qui est très complexe et je ne suis pas sûr qu'il y ait des organisations ou des associations qui veuillent s'engager dans des démarches judiciaires sur ces questions-là face à la FIFA qui, eux, ont une armada d'avocats. Non, mais concrètement, finalement, ce qui pendrait au nez de la FIFA, c'est que plus aucun pays ne veuille organiser de Coupe du Monde pour des raisons évidentes. Je me demande à partir de quel moment la question va se poser. Parce qu'on commence quand même à avoir fait le tour. Et puis surtout, économiquement, aujourd'hui, il n'y a plus de pays qui veulent organiser les grandes compétitions parce que c'est beaucoup trop cher.
On le voit avec le Canada, avec le Mexique, c'était le sujet d'une de mes chroniques. Bien sûr, qui subissent les conséquences économiques de ce truc-là, dont l'impact économique, enfin les retours sur investissement sont quand même beaucoup moins importants que ce que la FIFA promeut. Je me demande comment ça va se passer, peut-être pour 2038, 2042, voir s'il y a des pays qui voudront encore organiser cette compétition. Peut-être que oui, il y aura toujours peut-être des régimes dictatoriaux qui serviront de ce système-là pour promouvoir leur culture, leur savoir, la Corée du Nord peut encore s'ouvrir. Hein. C'est vrai. Et puis je pense que Gianni Infantino n'a pas encore visité la Corée du Nord, mais il adorerait aller à Pyongyang. Futur ami potentiel, notre ami Kim. Oui, c'est vrai. Mais donc voilà, la question du stress thermique était aussi très importante, donc la question de l'eau très importante, et puis il y a surtout d'autres risques climatiques qu'on n'a pas encore évoqués, mais qui sont quand même pas des moindres. La question des inondations, notamment sur toute la zone de la Floride. La période de juin-juillet, c'est quand même la période des grands ouragans. Donc t'es pas à l'abri que le Hard Rock Stadium de Miami soit inondé. Il y a des indicateurs pour ça aussi. Hein. Ils sont notés 8 sur 10 en termes de risque d'inondation. Donc c'est quand même tout à fait envisageable. La question des ouragans, non pardon, c'est ce que je viens de dire, la question des ouragans, mais la question des incendies. La question des incendies, notamment sur la baie californienne. La Californie. Il y a eu des méga-feux l'an passé, bien sûr, qui visiblement n'ont alarmé personne. Enfin, tout à fait possible que ça se reproduise là. Et puis, j'ai découvert aussi qu'il y avait ce qu'on appelle une tornado alley en anglais, qui est donc toute une zone en plein milieu des une allée de tornades. Une allée des tornades, où en gros, sur la période de juin-juillet, paradoxalement, c'est la période des tornades dans cette tornado allée, et sachez que la ville de Kansas City est en plein milieu de cette tornade, de cette allée. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait une petite tornade qui passe sur le stade de Kansas City. On n'a pas eu ça l'année dernière sur la Coupe du Monde des clubs, mais il y a eu par contre beaucoup d'orages, des pluies diluviennes et beaucoup de matchs qui ont été reportés, enfin pas reportés, mais qui ont démarré très en retard. Quoi. Alors il y en a qui ont été interrompus même en plein milieu. Je crois avec des coupures de 45 minutes. Jusqu'à 2 heures, c'est monté. Jusqu'à 2 heures, ouais. Sur un match qui sert après, c'est joué en prolongation, donc il y a eu une pause de 2 heures, ils ont fini après les prolongations. Je crois que c'était Maresca, l'entraîneur de Chelsea. Ah oui, le Chelsea Benfica, et qui disait s'ils suspendent déjà 6, 7, 8 matchs, il y a probablement quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Les États-Unis ne sont pas le bon endroit pour organiser cette compétition. Hop. Petit tac comme ça. Espérons qu'il ne soit pas visionnaire quand même, parce que c'est vrai que c'était assez insupportable. Alors, s'il était visionnaire, je pense qu'il ne serait pas allé entraîner à Chelsea. Hein. En général, c'est un point important. Peut-être un copain de Rose Junior, en fait, c'est des risques qui sont très, très crédibles. En fait. Il y a vraiment des possibilités. Oui, c'est factuel, c'est pas crédible, c'est factuel. Oui, c'est factuel par rapport aux années précédentes. Enfin, c'est des données scientifiques qui montrent qu'il y a des risques qui sont très accrus sur ces questions-là. Alors après, tu as des solutions, tu as toujours des solutions, mais encore une fois, c'est des solutions qui sont très court-termistes. Tu vois, tu peux faire tu peux mettre des barrières anti-inondation, je sais pas trop quoi. Enfin, tu as toujours des solutions, mais qui sont des solutions. C'est des pansements, quoi. C'est des pansements sur des jambes de bois, c'est exactement ça. C'est encore de l'oseille à foison. Et on parlait de quoi 170 millions, je crois, d'investissement pour avoir des solutions concrètes. C'est ce qui a été évalué, en gros, si on voulait mettre en place des solutions pour réduire tous ces risques-là. Oui, là, on est à 170 millions en gros pour 5 ans de... pour mettre en place des clims, pour mettre en place des barrières, pour rénover éventuellement les routes, pour éviter qu'elles soient inondées. Tu vois, c'est ce genre de solution-là. C'est court-termiste. Mais c'est court-termiste et surtout, ça ne pose pas la question de savoir comment est-ce que tu résous le problème de fond. Il y a un chiffre moi, qui est assez marquant que je ressors souvent et qui n'est pas spécifique à la Coupe du Monde ou au sport de manière générale, mais il y a un chiffre qui existe, c'est que quand tu investis 1 euro dans la transition écologique, tu as un retour sur investissement en termes d'impact qui est 10 fois plus important que si tu l'investissais dans une solution court-termiste. J'ai un exemple qui est très précis, c'est la question de la végétalisation dans les villes. Si tu investis 1 euro pour mettre un arbre dans une ville, tu auras un impact qui est 10 fois plus important que si tu mets 1 euro dans une climatisation individuelle ou semi-collective dans un bâtiment par exemple. Ok. Donc investir dans la transition écologique, ça a un impact qui est beaucoup plus fort. Alors le retour sur investissement financier, il n'est pas direct, mais il est factuel. Oui, bien sûr. Mais du coup, on retrouve encore les sempiternelles questions dont on parlait tout à l'heure. Comment on gère ça ? Ouais, et puis du coup, la taille du pays organisateur, les périodes. Pourquoi déjà qu'on se retrouve encore 4 ans après la Coupe du Monde au Qatar et qui a quand même prouvé par A plus B que c'était tout à fait possible d'organiser une Coupe du Monde en hiver,
que les pays sud-américains étaient ravis de pouvoir faire la fête parce que c'est l'été chez eux et c'était magnifique de Buenos Aires. Plein de questions. Hein. Pourquoi est-ce qu'on continue à organiser des compétitions dans des pays comme ça, où tu as des stress thermiques et des taux d'humidité aussi importants? Pourquoi, et là, après, des solutions beaucoup plus simples. Hein. Pourquoi est-ce que tu continues à les organiser à cette période? C'est exactement ce que tu disais. Le Qatar a déplacé sa Coupe du Monde. Il y avait des matchs à 18 degrés. Tu n'étais pas obligé. Ils n'ont pas de temps utilisé la clim que ça, finalement. Ouais, bah oui. Pourquoi tu l'organises à ces horaires-là? Pourquoi tu fais des matchs, des fucking matchs à Dallas et à Houston à 13h, à l'heure où le soleil est le plus haut, où la température est le plus élevée, alors que la veille, tu as un match à Philadelphie qui est à 21h? C'est quoi le problème d'inverser ces deux matchs-là, tu vois? C'est juste en termes de logique. Alors après, tu as des calendriers à respecter, mais putain, c'est quoi la priorité? Oui, bien sûr. Puis mets-le à 20h, le match, ça va rien changer. Et puis il y a aussi ce truc de, ok, soit faisons la Coupe du Monde aux États-Unis, mais concentrons-nous sur le nord des États-Unis et pas... sur le nord-est, comme on avait dit la dernière fois dans l'émission, là. Exactement. Voilà, tout ça, c'est des questions. Et puis après, la question de la responsabilité aussi. La FIFA, les entreprises. Où sont-elles, les sponsors, etc. Pourquoi personne n'ouvre sa gueule là-dessus? Les villes, alors certaines villes ont refusé. Hein. Tu vois, Chicago a refusé d'accueillir ce genre de compétition. Boston s'est vraiment positionné pendant un moment pour finalement revenir. C'était plus pour des raisons économiques, c'était pas forcément pour des raisons écologiques, mais c'est encore une fois de la responsabilisation. Eux ont pris leur responsabilité sur des critères qui n'étaient pas les mêmes que ceux que je mets en avant aujourd'hui. Mais il y a quand même la question de savoir qui est responsable de ces questions-là. Les États-Unis, bon, Donald Trump, a priori, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, mais voilà, c'est autant de questions qu'il faut se poser et qu'il faut dénoncer aussi. Et voilà, je pense que c'est important de parler de ces risques-là qui vont, encore une fois, parler de justice environnementale tout à l'heure, encore une fois, impacter les habitants locaux. Et de l'autre côté, la FIFA va tirer tous les bénéfices de cette compétition. Donc en termes de justice environnementale, c'est encore aussi un sujet important. On espère que cette chronique vous aura éclairé. Non, mais très sérieusement, parce que évidemment qu'on va consommer cette Coupe du Monde et qu'on la consomme avec plaisir, mais ça n'empêche pas de garder un regard un peu éclairé sur moi, c'est des sujets au quotidien qui m'intéressent. Et dans ces cas-là, quand je vois... Mais c'est tellement absurde en fait. Bien sûr, ça me révolte. C'est rageant de bêtises. Alors évidemment, vous pouvez être cynique dans les commentaires, pardon, pas comme la voiture. Vous pouvez être cynique comme dans le rappeur, les... mais t'as peut-être pas la ref. Si, c'est ta génération. Dans les commentaires et dire ça a toujours été comme ça, sera toujours comme ça, mais finalement, vous n'allez pas apporter grand-chose au débat, je suis désolé de vous le dire. Et surtout, c'est à force d'en parler aussi et de se sensibiliser à ça. Et si vous avez un tonton un peu relou qui vous casse la tête en disant qu'il en a marre des wok et de bouffer du tofu, pas lui dire tu sais, la Coupe du Monde c'est cool, mais et vous servir de cette chronique pour par débattre, exemple ce soir entre 2h et 4h du matin en attendant le Ouzbékistan-Colombie, vous pouvez peut-être envoyer 2-3 tweets ou 2-3 WhatsApp à votre famille pour dire c'est chaud là quand même. C'est bien débile ce match. Voilà, on se quitte là-dessus. On se retrouve demain, comme d'habitude, pour la suite de la compétition. Une nouvelle chronique à vous partager. On vous embrasse et kiffez bien cette Coupe du Monde. Il fait 45 degrés à Dallas et que c'est pas possible de jouer, ou que c'est pas possible d'ouvrir la fan zone. Moment d'histoire, ça, c'est gardé au montage. Désolé.